Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi 17 octobre 2017. Alors bonjour à vous Frédéric, j'espère que vous allez bien, Brigitte que je salue également, Luc Ignotis de même, Didier bonjour, Valentin merci de nous dire comment vont les devises. Alors je vais vous dire comment vont les devises, Didier merci à vous et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite par la version sur risque. Comme vous le savez, on a une inflation au Royaume-Uni qui est attendue à 10h30 et celle de la zone euro qui est attendue à 11h aujourd'hui. Alors François, que je salue encore également, Bruno, bonjour, Pierre-Yves, voilà, bonjour à toutes, chers habitués, merci de me rejoindre pour ce webinaire. Alors, le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte de capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, le résumé des séances américaines et asiatiques. On a eu une séance qui a été dans le vert hier. Le DXY a bien rebondi, plus 0,22% grâce à l'indice manufacturier Empire qui a été publié au plus haut depuis septembre 2014 à 30,2 points contre 24,4 le mois précédent. Donc concrètement, on a un indice manufacturier qui progresse dû aux commandes aux commandes à l'exportation qui sont les principaux facteurs qui justifient cette hausse de l'indice manufacturier. Et la hausse, comme vous savez, des exportations, c'est grâce en grande partie à la baisse du dollar. Voilà, donc l'investissement, les prochains chiffres liés à l'investissement de l'industrie devraient être positifs étant donné que l'indice manufacturier marque un plus haut. Donc c'est synonyme qu'il en a besoin d'investissement et donc la croissance aux États-Unis devrait rester plutôt à des niveaux très élevés grâce à cette bonne santé de l'économie américaine. On a un taux de chômage qui est bas. Bref, d'un point de vue macroéconomique, les États-Unis ont des datas plutôt solides sur du moyen terme. Alors on a eu une période creuse au deuxième trimestre où voilà il y a eu des incertitudes qui se sont installées, mais ils ont été balayés depuis ces 2 derniers mois où les statistiques sont vraiment très très bonnes. Alors, on a eu les indices également qu'on clôturait avec des nouveaux records. Le rendement obligataire américain a pris un point de base et revient à 2,30%. Cette nuit, le yen index progresse, le gold recule, le Nikkei avance. On peut voir qu'on a un marché action qui continue de progresser. En zone euro, c'est tout différent. On a une pression qui vient de l'Espagne, où Karl Puigdemont n'a pas vraiment hier indiqué sa position, alors que Mariano Rajoy avait clairement demandé si oui ou non la Catalogne était indépendante. Donc, le leader indépendantiste a invité à des négociations, 2 mois de négociations avant pour procéder à une indépendance de la Catalogne. Voilà, mais concrètement, ça ne répond pas parfaitement à la question de Mariano Rajoy qui devrait répondre alors dans les prochaines heures. Donc c'est tout différent. En plus de cela, on a le Brexit, donc les négociations qui n'ont pas vraiment avancé. Theresa May est allée à Bruxelles hier pour essayer de débloquer la situation. Euh, le ministre euh, le ministre du Royaume-Uni, Hamon, a déclaré que les négociations allaient bien et que les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni allaient bien. Voilà, pour essayer de rassurer un petit peu le marché. On l'a vu, on a eu la livre qui la semaine dernière c'est complètement a chuté de près d'1% en une journée à cause de cet échec des négociations jeudi dernier. Bref, on va passer à cela. On commence par le calendrier économique. Alors on a beaucoup de statistiques aujourd'hui. On va avoir un discours de Marc Carnet à 10h15, suivi de l'inflation à 10h30. Et ensuite, le discours le plus important de McCartney sera celui d'après l'inflation qui sera publié à 12h15. L'inflation qui est attendue en hausse à 3%, ce qui est plutôt logique. On a une inflation aux États-Unis qui a fortement progressé à cause du pétrole. Le pétrole a pris plus de 7% au mois de septembre. Donc c'est tout à fait logique que l'IPC progresse d'au moins 0,1 point en septembre, voire même plus. Si l'inflation est à 3,1%, ça ne m'étonnerait pas. Et comme on peut le voir, l'inflation corps, hors essence et produits alimentaires,
Alors non, c'est pas l'accord parce qu'il y a le tabac. Mais hors essence et produits alimentaires, elle est stable. Donc c'est que le pétrole et l'aliment qui est attendu, qui devrait faire varier ce taux de 2,9 à 3%. Voilà. Sinon, on aura l'IPC de la zone euro qui est attendu à 1,5, donc stable. Euh, L'enquête ZOO allemande et l'enquête de la zone euro. Et enfin, on aura des indices de prix à l'exportation et à l'importation qui seront attendus cet après-midi aux États-Unis. Donc, on aura des annonces de tous les côtés, ce qui va être, je l'espère, être profitable à la volatilité qui eh bien, est extrêmement basse en ce moment. On a plutôt l'impression que le marché est en train de disparaître. Voilà, c'est rare. La semaine qu'on a eu la semaine dernière, elle était assez rare. On avait quasiment aucune volatilité. Hier, c'était pareil. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'espère qu'on aura quand même des mouvements intéressants, exploitables grâce à ces annonces macroéconomiques. Le dollar s'est repris depuis hier soir. Le gold sur sa moyenne mobile à 20 jours en daily et RSI quasi sur 50 rebonds dessus ou baisse selon vous de la part de Franck. Alors, bonne question, Franck. Bonjour à vous, Raymond. On va y répondre tout de suite. On va y répondre tout de suite. Le DXY, donc comme on peut le voir, on a, euh, on a une formation, on a une épaule tête épaule. Ici, on a l'épaule, la tête et l'épaule qui est en cours de formation. Donc c'est une épaule tête épaule en inversé. C'est une épaule tête épaule inversée. Elle n'est pas encore validée, donc le signal n'est toujours pas vraiment haussier. Bien que pour le moment la tendance à court terme soit haussière jusqu'à la ligne de coup qui est à 93,66 environ. Si on a une cassure, une clôture au-dessus de 93,66, ça sera un signal haussier, direction les 96. Et donc dans ce cas-là, on aura un rallye haussier du dollar et tous les devises majeures seront sous pression. Maintenant, tant qu'on n'a pas de configuration, tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ce niveau de prix-là, la configuration est pour le moment pas valide, invalide, et donc c'est une légère tendance haussière qu'on a jusqu'à 96,66. Et à partir de 96,66, soit on a une clôture et ça sera haussier jusqu'à 86, ou soit nous avons un échec et dans ce cas-là, ça sera probablement un range trading qui s'installera ou alors la reprise de la tendance baissière. Voilà, donc le DXY, moi j'ai plutôt un avis haussier tant que le DXY euh, n'est pas à 96,66. Dès qu'il atteindra ces niveaux de résistance, on aura une prise de bénéfice qui se conclura soit par un signal haussier, soit par un signal baissier. Voilà, donc je suis haussier sur le dollar à court terme et donc le pétrole, bien qu'il soit sur 50 et bien qu'il teste sa moyenne mobile à 20 jours, je pense qu'en intraday, il peut revenir tester cette moyenne mobile à 1286 et il peut même venir à 1281. En fait, tant que le DXY sera haussier, on devrait avoir un gold sous pression. Voilà, même si hier j'étais en faveur d'une hausse du gold jusqu'à 1370, hier on a eu vraiment un petit momentum en plus sur le dollar qui fait une invalidation du gold, une invalidation du scénario haussier, tout simplement. Donc voilà. Donc en intraday, on peut venir chercher cette moyenne mobile. Peut-être qu'ensuite le DXY, peut-être que le DXY ne va pas réussir à casser. Il va se replier sous les 93,66 et dans ce cas-là, le gold repartira au-dessus de 1300. Voilà. Donc le gold, il est corrélé au dollar en ce moment. Il est toujours corrélé, mais en particulier ce moment. Ces dernières séances, il est assez bien corrélé, donc il est dans la même configuration, mais inversé, quasiment, que le DXY. Donc soit le DXY valide son épaule tête épaule inversée, dans ce cas-là, le gold reviendra à 1264. Donc à contraire, si on a l'épaule tête épaule inversée qui n'est pas validée, et qu'on a une baisse sous la résistance du DXY, alors le gold reviendra à 1300 et 1310. Voilà, donc on est dans un timing plutôt important sur le gold où prendre une position de moyen terme est assez compliqué selon moi. En tout cas, selon les scénarios les signaux que j'ai, on est entre des obliques de long terme, donc on n'a pas vraiment de signaux très précis. Voilà, donc le gold, Franck,
Moi, si je devais prendre une position en intraday, ça serait plutôt baissier au vu de la performance du gold jusqu'à la moyenne mobile à 1286. Alors, le forex, on passe sur les paires majeures. L'euro-dollar, qui est sous pression à cause du DXY, il est venu atteindre donc un peu plus tôt ce matin les 1750, donc l'objectif d'hier concrètement. Moi, je pense, c'est pareil que encore une fois que le gold ou que le DXY, tout va dépendre du DXY. Et tant que le DXY est haussier, et étant donné que j'envisage une hausse du DXY jusqu'à cette résistance, j'ai plutôt un avis baissier sur l'euro-dollar. Un avis plutôt baissier jusqu'à 1,17. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas une clôture au-dessus de la ligne de coût, alors l'euro-dollar devrait se maintenir au-dessus de 1,17. Et si on a une clôture au-dessus, eh bien, au-dessus de la ligne de coût du DXY, alors l'euro-dollar s'enfoncera et ce sera peut-être le moment, en fin de compte, de vendre le DXY jusqu'à 1,15. Voilà. Mais pour un moment, tant qu'on n'a pas, en fait, tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout va dépendre de cette épaule tête épaule inversée du DXY. C'est une configuration assez forte, en bas de tendance, qui est en formation depuis un trimestre, quasiment, depuis le début du mois d'août. Août, septembre, octobre. Donc elle devrait être validée en fin octobre ou infirmée en fin octobre. Bref, c'est une configuration qui est sur du moyen terme, en bas de tendance. Donc si la configuration est validée, le signal sera particulièrement haussier. Et ça comment dire, inversera toutes les tendances que nous avons sur les paires majeures et les actifs cotés face au dollar depuis le dernier trimestre. Voilà, donc l'euro-dollar, pareil, on est sur un niveau critique, mais à court terme, je suis baissier jusqu'à 1,17 tant que le DXY est orienté à la hausse. Le GBP, tout dépendra de l'inflation, tout comme l'euro, attention. Là, je suis baissier à court terme, mais sans prendre en compte l'inflation qu'il y aura en zone euro. Si on a une inflation qui est à 1,6%, qui ressort à 1,6 au lieu de 1,5 qui est prévu, alors ça sera haussier pour l'euro et on aura probablement une tendance qui sera haussière en intraday. Voilà, donc attention aux statistiques macroéconomiques. La livre, c'est pareil. L'inflation, si on a une hausse de l'inflation, et à mon avis on en aura une, on aura une hausse de la spéculation quand on a une hausse des taux, et on aura probablement une hausse du GBP jusqu'à 1,33. Voilà, retour à 1,33 si on a une inflation au-dessus des attentes. Et si on a une inflation en dessous des attentes, eh bien le GBP devrait baisser jusqu'à 1,32. En attendant, le discours de Marc Carnet. Le NZD USD consolide. Voilà, on a eu la clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Je pense que pour le moment, repasser à la vente, ce n'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Selon moi, il faudrait rester à l'écart. Je refais le point rapidement fondamental, même si vous le connaissez quasiment tous. On a eu des politiques, les élections législatives néo-zélandaises qui ont eu lieu en fin septembre, qui ont abouti à une montée en puissance du parti nationalisme, qui pourra former une coalition avec les conservateurs ou les travaillistes pour avoir la majorité au Parlement. Parce que pour le moment, aucun parti n'a la majorité au Parlement et c'est assez rare, entre guillemets, qu'un parti à lui tout seul ait la majorité au Parlement en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc le parti de nationalistes aura l'opportunité de former une coalition avec le parti qui le souhaite pour former une majorité. Et si c'est le cas, ça sera plutôt baissier pour le dollar. Et dans le cas contraire, d'un point de vue politique monétaire, on a globalement une hausse des taux qui devrait bientôt arriver. Quand je dis bientôt, c'est de l'horizon de quelques mois. D'ici 2 trimestres, c'est possible que nous avons une hausse des taux de la RBNZ, une première hausse des taux. Concrètement parce qu'elle a des statistiques macroéconomiques plutôt solides. Voilà, donc le NZD, à moyen long terme, je l'attends plutôt à la hausse. Maintenant, au vu de la configuration du DXY, je resterai plutôt prudent sur les stratégies haussières. Parce que le DXY, lui aussi, pourrait super former le Forex dans les prochains mois. Si l'épaule tête épaule inversée est validée. Voilà, donc personnellement, shorter ou vendre l'épaule tête, le NZD aujourd'hui,
c'est assez compliqué. L'USD4, bien écoutez, c'est pareil, on est dans un range trading. La stratégie, c'est d'acheter en bas à 1,2450 et de prendre des bénéfices à 1,2590, 1,26. L'USD Yen, on a un rebond. Alors, on a presque atteint cette moyenne mobile. Euh, bon, pas grand chose d'autre à rajouter. Encore une fois, vous connaissez la chanson. Tout va dépendre de l'épaule tête-épaule. Soit l'épaule tête-épaule est validée. Dans ce cas-là, l'USD Yen revient à 114, ou soit elle est invalidée et ça revient à la moyenne mobile à 200 jours, voire même plus bas à 110. L'USD CHF, on me demande semble partir vers le nord. Alors l'USD CHF, oui. Après, tout va dépendre encore une fois de l'épaule tête-épaule. C'est toujours la même chose sur les paires majeures. C'est le dollar qui dicte les paires majeures quasiment. Donc l'épaule tête-épaule, si elle est validée, c'est direction la parité. Moi, ce que j'attends sur la moyenne mobile à 200 jours, c'est une vraie cassure au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Là, on en a eu une, mais elle était plutôt légère. Donc j'attends vraiment une clôture franche de cette moyenne mobile à 200 jours qui serait un signal haussier jusqu'à la parité. Et en plus de cela, si l'épaule tête-épaule est inversée et confirmée, on aura un pur signal d'achat sur l'USD CHF. Ça sera la prochaine stratégie acheteuse sur le dollar si l'épaule tête-épaule est validée. Donc là, Bruno, pour l'USD CHF, on est sur un niveau vraiment critique. Et c'est là une des paires qui m'intéressera le plus si l'épaule tête-épaule est validée. Bonjour, comment trader la news opérationnelle sur les devises? Alors la news opérationnelle, qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe? Est-ce que vous voulez dire les statistiques macroéconomiques ou tout simplement si vous pouvez être un petit peu plus précis, s'il vous plaît. Bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Alors, on passe sur les marchés actions qui progressent un petit peu plus à l'ouverture, très légèrement. L'Eurostoxx de 0,07, le DAX qui progresse, le CAC également. Alors, malgré les tensions qu'il y a en zone euro, on a quand même eu le CAC à progresser hier. Donc, on a plutôt des indices qui sont résistants, qui superforment pas les marchés actions en Asie ou des États-Unis à court terme, mais ils résistent quand même assez bien aux divergences, aux tensions qu'il y a en zone euro. Oui, inflation est haute. Alors, pour trader les inflations et hautes, pour trader les statistiques macroéconomiques, Philippe, c'est assez compliqué. Pour être honnête avec vous, c'est assez compliqué. Il faut être assez vif. Euh, et, euh, et voilà, c'est c'est très compliqué d'être rentable, je dirais, sur le trading de news. Maintenant, pour trader les news, eh bien, faut regarder par rapport au consensus. Par rapport au consensus et après c'est en publication. Si on a un chiffre qui ressort au-dessus du consensus et de la précédente publication, on aura très probablement, une impulsion haussière. Et dans le cas contraire, ce serait une impulsion baissière. Donc, en fait, faut surveiller le chiffre qui sort et dès qu'il sort, faut prendre une position de l'ordre de quelques pips. Maintenant, faut être chez un broker qui a une liquidité quand même assez intéressante, assez conséquente pour ne pas se faire slipper sur le marché. Voilà. Et pour savoir cela, alors moi je ne suis pas là je vais pas faire un tableau récapitulatif, mais si vous regardez par rapport au NFP, qui est l'une des annonces macroéconomiques où la liquidité est la plus utilisée et la plus mise en jeu, et bien par exemple, bon forcément moi je travaille pour le broker IG Market, donc je ne vais pas promotionner un autre concurrent comme vous le savez, mais IG Market parmi les 15 brokers qu'il y a en Europe, 15 brokers les plus connus, et bien IG c'est quand même celui qui est le numéro 3 en termes de liquidité lors du dernier NFP. Voilà, lors du dernier NFP qu'il y a eu, c'était le numéro 3. Maintenant, moi, je ne vais pas citer des concurrents pour positionner, etc., parce que je ne suis pas là pour cela. Mais voilà, donc, honnêtement, la liquidité, si vous regardez chez G Market, elle est quand même l'une des meilleures sur le marché. Donc, en termes de slippage, c'est plutôt, si vous faites slipper, ça serait chez IG, c'est quand même d'un beaucoup plus faible volume que chez d'autres concurrents. Voilà, maintenant, je ne suis pas là pour dénoncer. L'USDCHF, je le vois bien short de la part de Brigitte. Écoutez Brigitte, partagez-moi votre analyse, ça serait intéressant, mais moi personnellement je le vois plutôt haussier. Alors j'attends la confirmation
comme je l'ai dit, de la moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez qu'on n'a pas encore de clôture. Mais d'un point de vue fondamental, on a un resserrement des taux de la Fed. On a une politique monétaire encore particulièrement accommodante du franc suisse. Alors certes, les statistiques macroéconomiques s'améliorent, mais on est encore loin d'un resserrement de la politique monétaire du franc suisse, parce que l'inflation est encore extrêmement faible. Donc, d'un point de vue fondamental, on a une divergence monétaire en faveur du dollar. Et d'un point de vue technique, on est quand même en train presque de casser cette moyenne mobile. Et si on a une cassure de cette moyenne mobile à 200 jours, qui est une moyenne mobile dite de long terme, ça sera un signal aussi. Donc moi, personnellement, je le vois plutôt à la hausse. Maintenant, si on a une jambe de baisse sous cette moyenne mobile, alors ça sera un signal baissier. Alors, l'inflation, oui, parce que vous dites souvent si inflation bonne, alors en analyse technique. Donc, enfin, l'analyse technique, l'inflation, si elle est bonne, déjà c'est relatif de dire qu'elle est bonne. Elle est bonne par rapport à quoi? Eh bien, elle est bonne par rapport au consensus ou bonne par rapport à la précédente publication. Ça, c'est deux facteurs qu'il faut surveiller. Pour le trading de news, il n'y a pas une règle précise à 100%. Il faut regarder le chiffre par rapport à la précédente publication parce que ça va nous donner une indication si l'inflation s'améliore ou non et par rapport à ce que estiment les experts, à ce que le consensus dit. Donc si ça dépasse le consensus et la précédente publication, on aura très probablement une impulsion haussière en faveur de la devise. Dans le cas contraire, si on a un chiffre qui ressort en dessous de la précédente publication et en dessous de l'anticipation, ça sera particulièrement décevant et le marché devrait se replier. Et si on est entre les deux, si on est entre le consensus et entre la précédente publication, eh bien là c'est un petit peu la roulette russe. Pour être honnête avec vous, c'est un petit peu aléatoire. Donc il n'y a pas vraiment de statistiques là-dessus. Donc inflation, news, on a une info sur le journal DailyFX. Alors oui, Philippe, sur le calendrier DailyFX, vous avez la statistique qui ressort. Maintenant, si j'avais un conseil à vous donner, moi je regarderai sur Twitter, sur le compte DailyFX France. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le compte DailyFX France, il y a un robot qui est connecté directement au serveur et qui tweet directement, plus rapidement que le calendrier économique, la statistique. Regardez ici. Là, on a la statistique qui ressort quasiment à la seconde près. Donc, si vous êtes sur Twitter, moi, ce que je vous invite, c'est lors des grandes statistiques, regardez le compte DailyFix France parce que la statistique, le chiffre, devrait apparaître beaucoup plus rapide, de l'ordre de quelques secondes, hein. Mais quelques secondes sur une statistique, c'est assez important. Donc, il devrait ressortir plus rapidement sur Twitter que sur le calendrier économique. Voilà, moi, c'est une constatation que j'ai faite. Donc, ça pourrait peut-être vous servir si vous tradez les news. Voilà. Donc voilà, donc on passe sur les marches actions de la zone euro qui sont à l'équilibre, on a une consolidation depuis maintenant près de 3 semaines, ce qui permet au momentum de ralentir, ce qui est sain pour la tendance. On n'a pas de retracement vraiment. Moi ce que j'attends, encore une fois, c'est un repli sur cette moyenne mobile à 20 jours qui est actuellement près des 3595. Donc voilà, si on a un retour à 3595, ça sera un moment de payer l'Eurostoxx. Le DAX, si on a un retour à 12 893, ça sera le moment de payer le DAX. Et on peut voir que le DAX hier a marqué un nouveau plus haut au-dessus de 13 000, mais il a clôturé en dessous. Voilà, on n'a pas eu vraiment encore de clôture au-dessus de 13 000 points. Le CAC, pareil, retour à moyenne mobile, vous voyez, à 20 jours, c'est un niveau qui est à payer. Regardez hier, ceux qui ont payé la moyenne mobile à 20 jours, eh bien, c'était bénéfique. Donc là, c'est encore pareil. Si le cours revient à 3545, c'est un niveau intéressant pour payer. L'IBEX sous pression, on va pas le voir, hein, l'IBEX qui revient, le MIB sous pression à cause de l'IBEX, parce que l'IBEX fait pression sur tous les pays du Sud. Et si vous regardez l'indice espagnol, l'indice portugais ou même l'indice italien, eh bien ils sont sous pression. Voilà, donc aujourd'hui, personnellement, je ne tape pas pour un dépassement, pour un nouveau plus haut, un nouveau récent plus haut. Voilà. Je ne pense pas que l'Eurostoxx va clôturer au-dessus des 3620.
Maintenant, s'il revient à 3594, à court terme, ça serait une opportunité pour passer à l'achat. Cette moyenne mobile à 20 jours, qu'est-ce qu'elle représente? C'est une moyenne mobile dite de court terme. Et dans des tendances fortes, ça permet de dire que lorsque le cours revient en dessous de cette moyenne mobile, on va estimer que le cours a respiré. Là, il consolide, mais c'est pas suffisant pour dire que le cours a respiré. Regardez sur le S&P, excusez-moi, on a un parfait exemple de celui-ci, des tendances. Comme on le sait, bon, le S&P marque des nouveaux plus hauts quasiment semaine après semaine. Mais on regarde, donc on a une tendance haussière, respiration, on repasse sur ma mobile à 20 jours, clôture au-dessus, signal haussier. Hop, tendance haussière, on repasse sous cette moyenne mobile, impulsion haussière, on clôture au-dessus, légère tendance haussière. Pareil encore, etc. Donc cette moyenne mobile, elle est faite pour indiquer que le cours respire. Dès qu'on passe en dessous, puis au-dessus, ce sera le signal haussier. Dès qu'on a un croisement à la hausse, c'est un signal haussier. Voilà, donc c'est un parfait exemple sur Wall Street, que vous regardez sur le Nasdaq, le Dow Jones ou le S&P 500. Voilà. Et le pétrole, eh bien écoutez, le pétrole, voilà, encore une fois hier, il a testé cette oblique baissière, pas suffisamment de catalyseur pour dépasser cette oblique, donc le signal était baissier, direction les 52 dollars, et même, hein, bon, ça va être compliqué de revenir à 50 à très court terme, mais je pense qu'à moyen terme, on peut y revenir. Parce que les fondamentaux vont s'atténuer. On a depuis une dizaine de jours des bons fondamentaux qui soutiennent le pétrole. Je le rappelle rapidement, on a tout d'abord l'Arabie Saoudite et la Russie qui se seraient entendus pour un prolongement du gel de la production jusqu'à fin 2018. Alors ce n'est pas encore signé, mais voilà, il devrait avoir un accord là-dessus. Donc pour le moment, c'est que des stades de entre guillemets rumeurs, mais plutôt avancés. Et sinon, on a deux rapports. Enfin, un rapport mensuel de l'OPEP et un rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie qui, par ailleurs, est basée à Paris, comme pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on a deux rapports qui font office d'une amélioration du marché, d'un rééquilibrage du marché pétrolier entre l'offre et la demande en 2018. Donc, une offre qui devrait stagner et une demande qui devrait progresser, grâce à la hausse de la croissance mondiale. Parce qu'aujourd'hui, une hausse de la croissance mondiale, c'est hausse de la demande du pétrole. Parce que le pétrole, c'est tout. On a besoin de pétrole pour aujourd'hui pour se développer. Le pétrole, c'est le plastique et le plastique, c'est l'industrie, etc., etc. Donc, et également le pétrole, c'est de l'énergie. Donc, hausse de la croissance, hausse de la production, hausse de demande d'énergie, hausse de consommation, etc., etc. Donc, voilà, le pétrole, c'est lié à la croissance. Hausse de la croissance mondiale, hausse de la demande de pétrole. Et maintenant, après, ce qu'il faut surveiller, c'est l'offre. Et l'offre, ben, on a un gel de la production qui devrait continuer au moins jusqu'à mars 2018, peut-être, voire même plus. Et on a du pétrole de schiste américain qui devrait progresser de l'ordre de 1,1 million de barils par jour en 2018, d'après l'Agence internationale de l'énergie. Donc, il devrait augmenter de 1,1 sur les 1,5 millions de barils par jour que l'agence estime sur la totalité du globe. Donc sur la totalité du globe, l'agence estime qu'il y aura une hausse de la production de 1,5 million de barils par jour. Contre une demande qui devrait augmenter de l'ordre de 2 millions, quelque chose comme cela, bref. Ça devrait permettre à rééquilibrer le marché, à faire diminuer les stocks, etc., etc. Et donc le baril est attendu à la hausse. Alors, pas mal de questions. Twitter m'a été bloqué car bug depuis une semaine, plus de replay sur YouTube. Alors pas de... Ah, c'est vrai, Luc. Luc, j'ai oublié, je vous avoue, de publier mon replay hier sur YouTube. C'est pas automatique. Et je vous avoue qu'hier, j'étais pas mal occupé. J'ai totalement oublié, excusez-moi Luc. Je vais publier celui-là sur YouTube. Tac, tac. François. Pourquoi les indices européens ne suivent pas la hausse des indices US? Eh bien, François, parce que d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue, politique, on n'est pas du tout sur le même stade. D'un point de vue politique, on a des tensions quand même assez beaucoup plus importantes que ce qu'on avait il y a 3 mois ou 6 mois sur les indices sur la zone euro. Actuellement, on a des négociations au Brexit qui calent, tout simplement, qui ne sont pas du tout avancées. Et on a, au niveau de l'Espagne, des inquiétudes. Alors, on va pas avoir une remise en cause de la zone euro,
mais on peut voir que ça inquiète les marchés parce que les spreads entre les pays de la zone euro s'écartent. Alors, ils se recontractent à court terme, mais sur un mois glissant, on a des rendements quand même, des spreads qui s'écartent. Ces spreads qui s'écartent, ça montre que les investisseurs réagissent directement au risque politique. Donc voilà, ces tensions qu'il y a en Espagne, ça inquiète les investisseurs de la zone euro, et c'est pour cela qu'ils stagnent. Voilà. Et en plus de cela, on a eu le début de la publication des résultats des entreprises américaines depuis la semaine dernière. On a eu pour le moment des bons résultats, les banquières qui ont progressé, et donc le marché en zone euro attend également la publication des résultats des entreprises qui commenceront cette semaine. Voilà, donc on a différents facteurs qui pourront vraiment consolider les actions de la zone euro, mais à mon avis, personnellement, je pense que d'ici 1 à 2 semaines, ça devrait se débloquer. Voilà. Les US font de plus en plus haut alors que l'Europe ne fait que stagner depuis quelques jours. Oui, François, exactement. Voilà, les indices euros font que stagner depuis quelques jours. C'est tout à fait normal, hein. Et donc, voilà. Qu'est-ce que l'on peut rajouter? Bien écoutez, on va regarder ensemble rapidement quelle devise est la plus intéressante à trader si on a un scénario en intraday. L'euro USD est corrélé avec quel indice particulièrement? Alors, bonne question. Il n'y a pas de corrélation directe. Enfin, pas de corrélation à 100%. Pas comparable à celle du DXY. Mais l'euro dollar est bien comparé et est pas mal corrélé aux indices européens. Regardez par exemple le CAC. On va regarder le CAC et on va comparer à valeur euro USD. Voilà. Alors, faut regarder ça avec des pincettes. Parce que les marchés d'actions, il y a beaucoup plus qu'une simple devise qui impacte. Qu'est-ce qui impacte les marchés d'actions? Il y a déjà l'appétit pour le risque. Il y a la devise. Il y a le pétrole. Il y a les rendements obligataires. Voilà, il y a pas mal de facteurs qui soutiennent, qui influencent les marchés d'actions. Donc, on trouve, c'est rare, en tout cas je ne connais pas, de devise qui est corrélée à plus de, je dirais 80% à un indice. À part le Nikkei avec l'USD Yen. Mais sinon, on regarde le CAC avec l'euro. Donc il y a des phases où l'euro va faire pression. Là, par exemple, cette phase-là, on a l'euro qui fait pression sur l'indice. Vous voyez, on a une hausse de l'euro, les marches actions, le CAC qui se replie. Ici, pourquoi c'était haussier et l'euro également? Parce qu'on avait un regain de confiance des investisseurs. Le référendum italien avait abouti à un non. Ensuite, on a eu la qualification d'Emmanuel Macron ici au second tour. Ça avait donné une vague d'espoir en zone euro. Et ça avait continué de progresser. Donc ici, on avait de l'appétit pour le risque. On avait des marchés actions européens qui étaient sous-évalués. Et donc, malgré la hausse de l'euro, on avait des marchés actions qui progressaient. Ensuite, il y a eu une prise de bénéfice à 5005. L'euro a pris le dessus, a fait pression. Et là, on peut le voir, il y a une corrélation qui est négative depuis environ ce moment-là, depuis le 22 juin. Puis le 22 juin environ, l'euro progresse, le CAC diminue. Et là, on peut voir que le point haut a été fait sur l'euro le 10 septembre. Et le 10 septembre, depuis le 10 septembre, l'euro baisse, le CAC augmente. Alors, il n'y a pas que l'euro, la baisse de l'euro qui justifie la hausse du CAC. Il n'y a pas que cela. Il y a également un petit peu un regain d'appétit pour le risque, etc., etc. Mais voilà, il y a un impact, oui, de la devise sur l'indice. Mais ce n'est pas un impact, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Il y a beaucoup plus, sur les marchés actions, il y a beaucoup plus de facteurs qui impactent le cours. Donc c'est compliqué de vous dire que l'euro impacte directement le CAC 40. Par contre, si on regarde le Nikkei, alors on va regarder ça. Alors Nikkei comparer valeur avec l'USD Yen. Eh bien, on a une corrélation, encore une fois, qui est pas totalement positive, mais quand même, elle est beaucoup plus importante. Vous voyez qu'ici, elle
elle est quasiment magnifique. Jusqu'à ce moment-là, elle était vraiment très belle. Voilà, et là on a une divergence. On a le Nikkei qui progresse grâce à l'appétit pour le risque. Et là, on a le dollar qui baisse. Et donc on peut s'attendre à ce que soit le Nikkei reparte à la baisse, ou soit que le USD reparte à la hausse. Voilà. Donc on a des indices qui réagissent plus ou moins à la devise. Tout va dépendre en fait du taux d'ouverture du pays. Taux d'ouverture donc par rapport aux exportations, aux importations. Plus le pays va dépendre de ses exportations, plus elle va exporter en pourcentage de sa production. Et plus la devise aura un impact sur l'indice. Alors ça c'est une règle générale, attention, c'est théorique. C'est théorique. Il y en a où ça marche plus que d'autres. Par exemple, si vous regardez le S&P avec le dollar, il faut savoir que les États-Unis, c'est un pays qui importe plus qu'elle n'exporte. Et si vous regardez le S&P face au DXY, il n'y a pas réellement, alors bien sûr il y a un impact, comme toujours, mais il n'y a pas réellement de divergence. Enfin, il n'y a pas réellement de corrélation totalement positive. Vous voyez que voilà, ça évolue avec le temps, mais bon, c'est pas très explicite comme l'USD Yen. Voilà, donc plus le pays, de manière générale, plus la région, plus le pays en question, pardon, a dépend, exporte beaucoup, et plus la devise aura un impact. Mais encore une fois, c'est pas une corrélation 100% qui peut être mise en place. Parce qu'il y a également le climat politique, il y a également l'appétit pour le risque, il y a également l'état du pétrole, la croissance mondiale. Il y a un tas de choses qui influencent les cours. François qui me demande l'USDN et l'USD CAD. Alors, comme je l'ai dit, l'USD Yen. L'USD Yen, ouais, moi l'USD Yen, ce que j'attends, eh bien, c'est que si l'épaule tête-épaule est inversée et validée, ce sera un signal haussier jusqu'à 114. Étant donné que j'envisage à court terme une hausse du dollar, je pense que l'USD Yen peut revenir à 112,50 au vu de l'impulsion haussière qu'on a eu hier. Hier, j'étais plutôt baissier jusqu'à cette moyenne mobile à 200 jours, mais vu les statistiques et vu la configuration, je pense qu'on peut avoir un nouveau test de cette résistance. Donc l'USD Yen, c'est possiblement haussier jusqu'à 112,40. 112,40. Maintenant, comme je l'ai dit, tout va se jouer à cette résistance. Tout va se jouer à ce niveau-là, donc dans quelques séances. Soit le cours échoue, l'USD Yen revient dans ce cas-là à moyenne mobile, voire même à 110, ou soit le cours dépasse. Dans ce cas-là, on a l'épaule tête-épaule inversée qui est validée. C'est un signal haussier jusqu'à 96 points. Et l'USD Yen part à 114. Voilà, donc on est sur un timing plutôt intéressant sur USD Yen et sur DXY, surtout les paires en dollars de façon générale, mais qu'il faut faire attention. Et l'USD4, c'est pareil. Hein. L'USD4, on est en range trading. Si DXY dépasse sa ligne de coup de son épaule tête épaule inversée, c'est un signal haussier jusqu'à 1,28. Et à l'inverse, ça sera un signal baissier jusqu'à ces niveaux-là, comme 1,23. EURUSD est collé avec quel indice? Donc hop, donc ça c'est fait. Tac tac. Voilà, écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Écoutez, moi je n'ai plus rien à ajouter. Enfin, en fait, aujourd'hui tout va dépendre, de la prochaine séance cette semaine, tout va dépendre du dollar. Dollar qui, comme vous l'aurez compris, dans une configuration particulièrement importante. Aujourd'hui, attention aux statistiques macroéconomiques, l'inflation au Royaume-Uni, l'inflation en zone euro, et ensuite des chiffres des importations et des exportations des États-Unis cet après-midi. Voilà, donc excellente journée à vous. Soyez prudents sur les marchés. À demain. Non, à ce soir 18h pour mon webinaire éducatif que j'aurai le plaisir de vous présenter. Donc c'est à 18h, vous connaissez, vous savez comment vous y inscrire, vous êtes sur dailyfx.fr, calendrier économique, ou alors vous allez en bas, et là vous avez voilà, dailyfx université, hop, s'inscrire, et c'est parti. Voilà, excellente journée à vous, à tout à l'heure pour ceux que je retrouverai, et sinon à demain pour le prochain point de marché.